Bonjour tout le monde. On commence. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Prerna. Je suis la coordinatrice du cours chez Empower et bienvenue à la session qui s'intitule Les produits de la santé publique et qui discutera par ma sœur Nicolas. Je crois que vous le trouverez très utile. Merci beaucoup. Ma sœur Nicolas, parole à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Nicolas Tavanuti. Je suis spécialisé dans les appels d'offres, la chaîne d'approvisionnement, la mise en place de budget, le recrutement, etc., etc. depuis à peu près 30 ans. J'ai beaucoup voyagé, donc je suis allé dans beaucoup de pays, Afrique, Asie, plutôt continent que des pays. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous est peut-être familier, qui vous sera peut-être familier. Donc on va pas réinventer la roue, mais peut-être qu'il y a des concepts que vous ne connaissiez pas et peut-être que vous allez apprendre certaines choses. En tous les cas, c'est une session où votre expérience est la bienvenue. Donc si vous voulez partager durant les questions-réponses, votre expérience ou certains points de vue, n'hésitez pas. Donc là, on va commencer. Je vais commencer ma présentation. Vous me dites si vous voyez ma présentation. Oui, c'est visible. C'est visible, d'accord. Alors ça, c'est moi. Hein. C'est une ancienne photo, donc. Alors voilà, voilà on va se présenter la session d'aujourd'hui. Donc on va faire une petite introduction, les objectifs et le déroulement du webinaire. En fait, la demande du module 1, médicaments et date de péremption, ça a été une demande faite par les étudiants. Donc c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Et puis, en deuxième partie, on fera une présentation des points clés de la liste des médicaments essentiels et donc toujours suivi par des questions-réponses. Donc, veuillez, s'il vous plaît, couper votre micro, votre vidéo. Si vous avez des questions, notez-les et puis, lors de la session questions-réponses, on pourra en discuter. Donc, l'objectif du webinaire, c'est surtout de partager, de vous expliquer certaines choses, certains concepts. Si vous êtes familier avec ces concepts-là, vous pouvez apporter votre plus envers les autres étudiants. Et s'il y a certaines questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser. Bon, voilà, là, c'est une durée approximative de ce webinaire. Il peut durer plus longtemps, moins longtemps, donc ça va aussi dépendre de vous. Donc, on va commencer, excusez-moi, c'était mon téléphone. On va commencer par, excusez-moi, des petits concepts que vous avez, que vous connaissez peut-être. Donc, par exemple, on parle de FIFO. En français, c'est PEPS ou PPPS. FIFO, comme vous le voyez ici, c'est First Expire, First Out. Donc, ça, on va en parler. En français, PEPS, premier entrée, premier sortie, ou PPS, premier périmé, premier sorti. Pardon, PEPS, premier expiré, premier sorti, PPPS, premier périmé, premier sorti. Il y a aussi FIFO, First In, First Out, premier entrée, premier sorti, LIFO, DPES, etc., etc. Donc ça, c'est des concepts qu'on utilise dans la gestion de stock. Et puis, on parlera plus en détail de Daily Quali. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Daily, c'est Disability Adjusted Life Here. Donc, tout ça, on va parler de ces concepts-là un petit peu le long de pendant ce webinaire. Donc, nous vous donnerez les définitions. Il y a aussi des liens que vous pourrez regarder, des liens en français. Il y aura aussi des liens en anglais que vous pourrez traduire automatiquement grâce au clic droit de la souris, pardon. Donc voilà, en fait, nous avons un petit problème au niveau des dates d'expiration. En fait, il y a deux types de dates de péremption ou d'expiration.
Comme vous le voyez, il y a la DDM, c'est la date de durabilité minimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur certains produits, autant les médicaments que des produits de la vie courante, vous allez voir la DDM, c'est-à-dire à consommer de préférence avant le ou avant la fin de. Ça veut dire que vous pouvez le consommer jusqu'à la date recommandée, mais vous pouvez aussi le consommer après cette date, à condition d'être conservé dans des bonnes conditions et que leur emballage ne soit pas endommagé. Donc, vous avez la DDM. Et à côté, vous avez la date limite de consommation, la DLC. Là, c'est différent. La date limite de consommation, c'est à consommer jusqu'à. C'est-à-dire qu'après cette date-là, vous ne pouvez pas le consommer. C'est souvent le cas pour des médicaments. Il y a débat, hein, mais pour les médicaments, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez une date et après cette date-là, vous ne pouvez plus le consommer. Pour X ou Y raison, on reviendra plus tard si vous le voulez. Alors, vous avez l'USP, United States Pharmacopoeia, ici, qui a des normes pharmaceutiques très précises qui sont appliquées dans plus de 140 pays. Donc, ce n'est pas tous les pays, hein, mais c'est mis en œuvre par la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis. Voilà comment ça se présente. Lorsque vous avez une date de péremption, le plus souvent, vous avez l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, et après, les jours sur 2 chiffres. Par exemple, 2021 09 15. Donc ça, vous le voyez dans la plupart des produits, autant les produits pharmaceutiques que les produits courants que vous utilisez, par exemple, pour vous nourrir. Vous avez d'autres types de formats, c'est-à-dire que quelquefois, on utilise des formats alphanumériques. Donc, au lieu de mettre le mois, par exemple 06 ou 07, on mettra 3 lettres pour spécifier le mois. Pourquoi 3 lettres? Parce que si vous mettez que 2 lettres, par exemple juin et juillet, vous allez avoir un petit problème pour savoir si c'est en juin ou juillet. Et comme on parle de produits quand même assez spécifiques, il faut être précis, date de péremption. Donc, vous aurez évidemment 3 lettres. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le 2021 septembre 15, ou par exemple 2021/septembre 15. Donc tout ça, ce sont des normes qui existent, et comme vous pouvez le voir, il y a autant de normes que de possibilités. Alors, la date d'expiration, si vous avez un produit avec une date d'expiration et que vous arrivez à cette date d'expiration, en principe, vous devez le jeter. Pourquoi vous devez le jeter? Parce que vous ne savez pas comment il a été, on va dire, stocké. Si c'est un médicament qui a suivi un certain type de chaîne de froid, vous ne savez pas comment cela a été fait depuis sa fabrication jusqu'à maintenant, donc il est préférable de le jeter. C'est ce qui est recommandé. Donc, je sais qu'il y a des débats là-dessus. Je connais certaines personnes qui préfèrent utiliser ces types de médicaments même après la date d'expiration. Mais moi, je ne vous conseille pas, mais basé sur les recommandations de l'OMS, lorsque la date d'expiration est dépassée, jetez-le. Vous verrez aussi des dates de colissage, c'est-à-dire la date à laquelle l'article a été emballé, fabriqué. Donc, ne confondez pas ces deux dates. Elles peuvent être proches parce que la date de péremption peut être très, très courte. Si vous prenez par exemple des réactifs, les réactifs, vous avez des dates de péremption qui sont de 2 mois. Donc, le temps de la fabrication et le temps de l'utilisation, 2 mois, c'est très, très court. Donc, il faut faire attention à la date d'expiration et la date de collisage ou de fabrication. Là, vous voyez, par exemple, on a un exemple de l'Angleterre et des USA. Ils ont 2 dates de péremption très spécifiques. Vous avez en bas aussi, vous avez 3 dates. Alors ça, je crois que c'est l'Australie qui a 3 types de dates différentes. C'est-à-dire que sur certains emballages, ils peuvent utiliser celui de gauche, celui du centre ou celui de droite. C'est assez hétéroclite. Donc, vérifiez bien d'où provient le produit, quelle est sa date de péremption, et essayez bien de le comprendre. Parce que si un jour vous allez travailler dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, en Europe, vous allez faire face à ce type de format. Ils sont probablement différents et vous devez savoir les détecter. Et quand vous gérez des produits tels que des produits pharmaceutiques, le fait de se tromper sur une date de péremption, c'est très grave. Ça peut amener des dépenses supplémentaires et ça peut amener des problèmes supplémentaires avec soit votre patron, soit avec les patients.
Parce que si vous donnez des dates de péremption qui ne sont pas correctes, alors là, je peux vous dire que vous allez avoir de gros problèmes. Et par exemple, les dates de péremption qui se finissent simplement avec l'année et le mois, vous avez des codes barres. Donc souvent, on peut avoir accès à ce médicament avec le code barre. Donc vous rentrez sur votre ordinateur le code barre spécifique où vous le scannez, mais on va vous donner une date. Donc quand vous ne savez pas si c'est la fin du mois ou la moitié du mois, vous mettez toujours en début l'année, le mois et le 01, c'est-à-dire le premier jour du mois. Et à partir de là, vous allez avoir des informations sur le produit que vous cherchez. Et elle va vous dire, oui, alors la date de péremption peut être le premier du mois ou peut être à la fin du mois. Habituellement, si vous avez simplement l'année et le mois, la date d'expiration est toujours le dernier mois, en principe, d'accord? Mais si vous allez consulter un produit avec son code barre, vous mettez le premier jour du mois. Ça vous permettra d'avoir les informations sur ce produit. Parce que si vous mettez le dernier et que vous ne savez pas qu'il y a 30 jours ou 31 jours, ça peut arriver, ou que vous êtes en février, que vous pensez qu'il y a 28 jours et malheureusement il y en a 29, ça ne fonctionnera pas. Donc, toujours mettez, pour chercher un produit, le premier jour du mois. Là, nous arrivons à un petit problème, ou pas un petit problème, mais une conception des principes de base sur les produits qui sont expirés. En principe, on vous dira toujours: ah non, non, écoutez, dans le stock, vous ne devez jamais avoir de produits qui expirent, c'est trop dangereux, c'est difficile à gérer, etc. Donc, on va vous dire ça. Mais en fait, il faut que vous ayez des produits qui expirent dans votre stock. Dans le stock central, je parle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas en grande quantité, évidemment, en petite quantité. Je ne dis pas qu'il va falloir avoir 25% ou 30% de médicaments expirés dans votre stock. Si vous avez ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, je vous dis qu'il en faut toujours une petite dose et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si jamais vous travaillez dans un ministère et qu'on vous dit: mais attendez, vous voulez avoir des stocks expirés dans le stock, mais ça ne va pas, sur quoi vous basez, vous allez avoir des problèmes. Non, non, c'est basé sur des recommandations de l'OMS, c'est basé sur des recommandations qu'avait fait MSH à une certaine époque, comme quoi il faut toujours avoir un minimum, souvent 2%, 3%, de stock expiré chez vous au niveau central. Pourquoi? Parce que on va y revenir plus tard sur un cas très précis, mais on va extrapoler sur un autre cas qui nous a tous concernés il y a quelques années, c'est-à-dire le Covid-19. Par exemple, vous voyez un cas concret, c'est l'antivenin. Donc, si jamais vous ne commandez pas assez d'antivenin, si jamais il arrive que des personnes en aient besoin, si vous en avez pas assez, parce que vous avez peur d'avoir dans votre stock des produits expirés, imaginons que ce soit votre enfant qui se fasse piquer par un serpent, qui soit traité dans un village reculé, et que vous allez le traiter, qu'on vous dit: ah non, non, je suis désolé, on n'a plus de vaccin parce qu'on avait peur d'en avoir trop, et donc c'est pas possible. Ah, on ne peut pas accepter ça. Donc, autant qu'il y en ait suffisamment, peut-être trop, que pas assez. Donc là, c'est un programme très concret. Souvenez-vous, le Covid-19, que s'est-il passé dans le Covid-19? Il y a eu rupture de médicaments partout dans le monde. Pourquoi? Parce que dans nos stocks, nous n'avions pas assez de médicaments. Que faisions-nous à une époque? À une certaine époque, nous voulions être très professionnels, c'est-à-dire gérer à flux tendu nos stocks. Donc, nous achetions exactement la quantité dont nous avions besoin. Quand le Covid-19 est arrivé, rupture de stock. Si vous aviez eu 20-30%, on va dire, de stock de sécurité, en pensant que peut-être vous auriez pu utiliser ce stock-là, vous n'auriez eu aucun problème dans vos pays. Et beaucoup de pays se sont retrouvés face à une rupture de stock parce qu'ils n'avaient pas été assez prévoyants. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une certaine balance entre être plus résilient et moins efficace au niveau des coûts. Alors, que recommande maintenant l'expérience du Covid? C'est-à-dire qu'il va falloir être plus résilient. Parce que, par exemple, le Covid, c'est passé, mais il y en aura d'autres.
il y aura d'autres épidémies, il y aura d'autres problèmes. Par exemple, le changement climatique, ça va impacter certaines choses, certaines productions. Donc, il va falloir essayer de changer notre perception de ce qui est les stocks ou les produits qui vont expirer. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Tout simplement parce que si vous n'en avez pas assez et que vous avez un problème, ne serait-ce qu'avec les antivenins, c'est pas cool. C'est pas bon pour la personne qui a un gros problème. Donc, la première des choses que l'on fait pour éviter souvent qu'on se retrouve avec trop de stocks de produits expirés, c'est toujours de mettre en avant les stocks ou les produits qui expirent les premiers. Donc, c'est la méthode FIFO, PPPS. Premier périmé, premier sorti. Mais pour ça, il faut que vous l'ayez en face. Il m'est arrivé de gérer des stocks ou de refaire des évaluations sur des stocks où j'avais caché derrière des nouveaux stocks des anciens stocks. Et on s'est retrouvé avec des produits périmés, mais une quantité que vous ne pouvez pas imaginer. On comptait en millions de dollars. Donc, il faut que vos stocks soient clairement identifiés. Le premier expiré, le premier sorti. Et c'est comme ça que vous devez gérer vos stocks. Alors, il y a des méthodes pour calculer justement dans votre stock combien de quantité vous devez avoir. Pour cela, il y a des calculs très très simples à faire. Donc, on utilise la moyenne mensuelle, c'est-à-dire la quantité que vous consommez mensuellement. C'est très simple. Je vais vous montrer comment on fait. Si par exemple, vous avez un stock, une quantité de 200 bouteilles ou 200, ce que vous voulez, 200 bouteilles, on va dire, que votre consommation mensuelle est de 10, ça veut dire que vous avez un stock de 20 mois. C'est pas compliqué. Si vos produits expirent en juillet 2024, vous voyez bien que de juillet 2023 à juillet 2024, on n'est pas 20 mois. Donc, la date d'expiration doit être calculée à ce niveau-là. Vous devez calculer ce que vous devez consommer. Si vous devez consommer 100 bouteilles jusqu'à dans un an, vous avez 100 bouteilles plus une partie qu'on appelle le stock de sécurité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir un stock de sécurité de 20%, 30%, et au cas où il y a un problème, vous réallouez tout cela. Donc ça, c'est une espèce, c'est un art de conduite. Donc c'est à vous à voir, c'est à vous à expliquer à vos supérieurs qu'il est préférable d'avoir un stock de sécurité, mais minimum, non pas un overstock. Attention, faites bien la différence entre avoir un petit peu un stock que trop. Parce que trop, si vous ne pouvez pas les réallouer dans tout le pays, vous allez vous retrouver avec un stock énorme qui ne peut pas être utilisé. Soit il va falloir le détruire, soit il va falloir les renvoyer à celui qui vous les a produits ou vendus. Donc c'est compliqué. Gérez bien vos stocks, c'est-à-dire soyez prévoyants sur 1 an, 2 ans, pas de problème, mais soyez aussi prévoyants sur votre stock sécurité. C'est très important. Les stocks de sécurité actuellement, j'ai vu avec beaucoup de donneurs que ces donneurs-là n'acceptaient pas les stocks de sécurité. Il faut leur expliquer, il faut leur dire, il nous faut des stocks de sécurité pour tous les produits. C'est très important. Alors, la date de péremption, donc ça je vous l'ai dit, c'est plutôt le stock de sécurité est plutôt au niveau central. Vous pouvez avoir des stocks de sécurité au niveau provincial, au niveau district, mais ils seront minimum. C'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir un gros stock de sécurité au niveau central et vraiment un minimum au niveau provincial, plutôt que d'avoir de gros stocks de sécurité partout. Il m'est arrivé, encore une fois, de gérer des stocks de sécurité énormes au niveau des provinces et des districts. Et il est extrêmement complexe de faire revenir ces produits-là au niveau central pour les distribuer ailleurs. On perdait un mois et demi. Donc, autant avoir au niveau central suffisamment de stocks pour pouvoir les répartir et avoir le minimum au niveau des programmes provinciaux ou au niveau des districts ou même des villages ou des pharmacies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la balance. Pour éviter que
comme je vous l'ai dit, qu'on soit super professionnel au niveau de la gestion financière des stocks, soyez prévoyants. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le Covid-19, c'est terminé, mais il y aura une autre épidémie un jour ou l'autre. Et si vous n'êtes pas prévoyant, on va exactement faire les mêmes, on va dire, bêtises que celles que l'on a faites durant le Covid-19 et se retrouver avec des stocks très très bas et impossibles à gérer. Pourquoi? Parce que les sites de production vont être arrêtés, les 3/4 des sites de production vont être arrêtés, on ne pourra pas vous les envoyer parce que les transporteurs ne vont plus transporter, donc soyez prévoyants, soyez résilients. Prévoyants, résilients. Il faut discuter de cela avec les donneurs et avec votre gouvernement ou avec vos supérieurs en leur disant, écoutez, vous voyez, on prend l'exemple du Covid-19, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas été assez prévoyant, qu'on était en rupture de stock. Donc, il vaut mieux avoir plus de stock et ne pas avoir peur que les médicaments vont bientôt expirer, plutôt que le contraire. Et attention, comme je vous dis, il ne faut pas avoir 20, 30, 40, 50% de stock expiré, parce que là, ça va vous coûter une fortune ou pour détruire, ou alors pour envoyer celui qui l'a produit ou avec lequel vous avez acheté. Donc là, comment arriver à tout cela? Alors, vous savez, quand on est, on va dire, gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement, etc., on est un petit peu des artistes. C'est-à-dire que on gère les choses comme on le sent. Il y a des règles, évidemment, mais on fait un petit peu de l'art parce que c'est jamais une science exacte et on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, être prévoyant, c'est une chose, mais après, il faut jouer un petit peu, comme je vous l'ai dit, avec le flux des stocks. Qu'est-ce qui peut se passer là? Qu'est-ce qui pourrait se passer en saison des pluies, etc. Donc, il faut un petit peu manipuler tout ça et ça requiert une certaine dose d'artiste, de réflexion. Voilà. Mais aussi, on utilise un petit peu de science. Donc là, on va parler du daily. Je vous expliquerai ce que c'est. Peut-être que vous avez des notions de ce que c'est le daily et le qualis, sont plutôt des notions économiques. Je ne vous demande pas de les connaître, mais de savoir de quoi on parle quand on parle de daily. Par exemple, le daily quali. Là, je vous ai mis un lien. Vous pourrez aller voir ce que c'est. C'est un lien, je pense, en français, donc il n'y aura pas de problème. Mais vous pouvez aussi, si vous maîtrisez l'anglais, le regarder en anglais ou en tout autre langage. En fait, c'est bien simple. Économiquement, les gens calculent combien, par exemple, vont coûter une année d'utilisation des ARV de première ligne pour une personne. Ça va coûter peut-être 184 $. D'accord? C'est le coût moyen. Ça peut varier entre 50, 200, tout dépend des pays, hein, et tout dépend des donneurs. Donc là, pour l'instant, on a 184 $. Mais si vous n'avez pas ces ARV, d'accord? Si vous ne les avez pas, qu'est-ce que ça va vous coûter? La mort d'une personne, par exemple. Quand vous allez traiter quelqu'un, ça va vous coûter 184 $. Si vous ne traitez pas la personne et qu'elle meurt, ça va coûter au pays 28 038 $. Est-ce que vous imaginez la différence? Pourquoi 28 038 $? Parce que la personne qui ne sera pas traitée ne pourra pas travailler, aura des difficultés à travailler, ne pourra pas apporter de l'argent dans la famille, mourra peut-être, il va falloir s'occuper de son inhumation, etc., etc. Donc les calculs ont été faits probablement que le lien est là. Le calcul a été fait comme quoi, si on ne s'occupe pas de la personne et si on le laisse mourir, ça coûterait au pays 28 000 $. Vous voyez les différences entre 184 et 28 000 $. C'est ce dont on parle, le daily quali. D'accord? On fait la même chose avec la malaria. C'est-à-dire qu'un traitement de malaria est dans une fourchette de 15 $ à 137 $. On va dire 30 $. D'accord? Pareil, si vous ne traitez pas la personne, combien elle coûterait au pays? 28 000 $. La même chose. Donc, il est moins coûteux de traiter plutôt que de ne pas le traiter. Donc, vous voyez, si vous arrivez avec un petit peu plus de doses anti-malaria, un petit peu plus d'ARV, ce n'est pas un problème.
Parce que si vous ne traitez pas les personnes, voilà ce que ça va vous coûter. Une personne. Donc, dans certains pays, vous allez dans certains pays, le stock de produits expirés va jusqu'à 8%. Mais en fait, l'OMS recommande entre 2 et 2,5%. Donc, quand vous êtes à 8% de produits expirés en stock, c'est qu'il y a un problème de gestion. Vous arrivez à 2%, c'est très bien. Inférieur à 2%, on peut l'accepter aussi. Mais quand vous dépassez ce taux-là, il y a un problème. Donc, il est utilisé, il est recommandé d'utiliser à titre indicatif un maximum de 2,5%. C'est-à-dire que dans votre stock, vous devez avoir 2,5%. Vous pouvez avoir 2,5% de produits expirés. Et tout ça, il va falloir l'expliquer à vos supérieurs, au gouvernement, en expliquant que ce n'est pas un problème, que c'est recommandé par l'OMS et que ça permet justement d'éviter des ruptures de stock, comme je vous l'expliquais précédemment. C'est-à-dire que vous traitez quelqu'un, ça coûte 185 $, vous ne le traitez pas, ça vous coûte 28 000 $, plutôt au pays, pas à vous. Donc, pensez-y, regardez ces liens, et puis vous allez voir que ce sont des choses très importantes et que vous pouvez ensuite discuter avec vos supérieurs ou avec les gens de votre gouvernement. Donc, comme je vous l'ai dit, le niveau du site qui doit avoir, c'est 2,5%, c'est au niveau central. Ce n'est pas au niveau provincial, ce n'est pas au niveau district, ce n'est pas au niveau des villages. C'est vraiment au niveau central. Ça permet une meilleure gestion. Vous pouvez réagir très vite et envoyer directement les produits que vous avez en trop, le produit de sécurité que vous voulez envoyer. Vous pouvez les renvoyer dans des niveaux plus bas, c'est-à-dire province, district, etc., etc. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce bref rappel, parce que je présume que beaucoup d'entre vous, ce sont des rappels, ce sont des choses que vous connaissiez peut-être. Il s'y est greffé quand même la problématique Covid-19 qui a permis un petit peu de mieux comprendre qu'il vaut mieux être résilient plutôt qu'efficace au niveau monnaie, au niveau argent. Donc tout ça, c'est en discussion. On a déjà fait des webinaires là-dessus. Je ne sais pas si vous avez participé, mais je sais que Andy en a fait en anglais. Je ne sais pas si on vous les a fait en français aussi. Donc voilà, écoutez, the floor is yours. Si vous avez des questions ou alors je ne sais pas, des expériences à partager, n'hésitez pas. Je suis tout à vous. Pas de questions, tout le monde maîtrise le sujet. Bon, ben écoutez, Oui, Monsieur Clément, vous voulez Clément, poser oui. votre question? Allez-y, Clément. Oui, oui, bonjour. En tout cas, merci pour la présentation. J'ai une petite question d'éclaircissement sur le taux de péremption que vous avez présenté tout à l'heure, qui est compris dans la fourchette de 0,5 à 2,5%. En fait, tantôt dans le cours, il parlait dans le secteur public, c'est au plus 2%, et au plus 5% plutôt. Et dans le privé, c'est 2%. Et là, je suis un peu perdu quand vous venez de présenter encore d'autres chiffres, hein, de 0,5 à 2,5%. Donc, je ne sais pas dans quelle fourchette on va essayer de se positionner. Écoutez, oui. Le mieux, c'est que l'OMS recommande 2,5%. Donc après, quand vous êtes dans le privé, c'est peut-être différent, dans le public, c'est peut-être différent, mais ce qu'il faut, c'est toujours se référer à l'OMS, parce que de toute façon, l'OMS se trouve dans tous les pays du monde et ils sont considérés comme des références au niveau des
au niveau de beaucoup de documents. C'est-à-dire que là, bientôt, la prochaine session, ce sera la liste des médicaments essentiels. La liste des médicaments essentiels, on regarde toujours l'OMS. Donc, pour la préemption, on regarde aussi l'OMS. Mais après, bon, c'est à vous à gérer. Si vous arrivez à 2-3% et que vous gérez très bien, il n'y a pas de problème. Si vous arrivez à moins que ça et vous gérez, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, quand on veut être résilient, il ne faut pas avoir peur des dates d'expiration. Elles seront à gérer le mieux possible. Et si vous arrivez à 4 ou 5%, ben écoutez, au moins vous êtes résilient. D'accord? Vous recommandez, encore une fois, vous êtes à 4 ou 5%. Peut-être que votre patron va vous dire, ou alors le gouvernement va vous dire, attendez, mais ça fait 2 années de suite que nous avons 5 à 6%, je ne sais pas combien de pourcentage dans notre stock, c'est pas possible, et vous expliquez. Imaginez l'année suivante, c'est 6%, vous les avez plus, vous avez 0. Pourquoi? Parce que vous avez un gros problème dans le pays, et grâce à votre prévision, vous avez réussi à couvrir le problème qui a eu dans votre pays. Donc, au début, on vous dira, c'est pas bien, attendez, 2, 3, 4, 5, 6%, c'est pas bien. Mais l'année suivante, parce que vous avez fait une prévision et vous avez été plutôt résilient, vous avez privilégié la résilience plutôt que le coût, vous avez réussi votre coup. Alors, peut-être que ce ne sera pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être que ce sera dans 5 ans, ça arrivera. Donc, si toutes les années, vous avez 2% ou 5%, je ne sais pas, c'est libre à vous, hein, c'est vous qui voyez, peut-être que vous êtes prévoyant. Et ça, il va falloir que ce soit accepté par justement et les donneurs, et les gouvernements, et le public, et le privé. Donc, moi, je vous dis 2,5% parce que c'est l'OMS. Ensuite, regardez les slides que je vous ai dit. Si vous y voyez des erreurs, vous les pointez du doigt, vous dites là, dans ce slide-là, il y a une erreur. Dans cette présentation, il y a une erreur. Donc, on la rectifiera, d'accord? Puisque c'est quelque chose qu'on doit mettre à jour régulièrement. Et on remettra des chiffres un petit peu plus en adéquation avec ce que conseille l'OMS. Donc, si vous voulez, je regarderai à nouveau la présentation pour voir où c'est qu'il y a des petites faiblesses. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Clément? Oui, je suis satisfait. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou alors on passe au thème suivant? Si vous avez des questions, veuillez poser. Allez-y. Alors, oui, il y a une question. Bonjour, je voudrais savoir si les dispositifs médicaux périment. Qu'est-ce que vous entendez par les dispositifs médicaux, Marie-Louise? Oui, en fait, les dispositifs médicaux, je parle du petit matériel. Le petit matériel que nous utilisons dans les hôpitaux. Souvent, bon, sur les emballages, nous avons les dates de péremption qui sont indiquées. Et puis, dans certains cas aussi, nous n'avons pas ces dates de péremption. Donc, je voudrais bien savoir, est-ce que ces dispositifs médicaux, après les dates de péremption, peuvent être utilisés? Alors, en principe, oui, merci. En principe, tout périme. Je veux dire, vous pouvez prendre même une bouteille d'eau. Oui, attendez, allez-y. Oui, je voulais juste dire qu'il faudrait qu'on fasse une différence entre produit et équipement. Si on arrive à faire la différence entre un produit et équipement, on pourra déjà savoir qu'est-ce qui va s'expirer et qu'est-ce qui ne va pas s'expirer. Et l'expiration d'un produit ou bien la mauvaise conservation d'un équipement aussi peut entraîner son état de vétusté. Si seulement nous avons des bisturis,
Nous avons des bisturies, des petites choses pour les petits équipements pour la petite chirurgie. Quand ils ne sont pas conservés dans des conditions qu'il faut, ça peut déjà entraîner une oxydation qui va commencer, et cette oxydation de ces matériels peut créer déjà un état de santé vis-à-vis du patient qu'on va faire la petite chirurgie sur elle ou tout. Donc, tout équipement doit être bien conservé. Et tout produit aussi doit être conservé et en regardant la date. Donc, les dispositifs, des petits dispositifs que vous utilisez, parce que nous ne sommes pas de la santé, mais on est avec vous, à travers nos petites connaissances, nous voulons juste apporter un élément. Vous allez me demander, est-ce que l'alcool de 90 degrés qu'on peut garder peut s'expirer? Ça serait maintenant la bonne question qu'on peut demander à un spécialiste. Est-ce que l'alcool qu'on peut garder pour la petite opération, si l'alcool est là dans notre magasin pendant 10 ans, est-ce que cet alcool aura les mêmes effets? Bien que c'est un truc de 90 degrés ou 100 degrés. Mais quand c'est un équipement, la conservation déjà, il faut toujours mettre le coton dessus et tout et conserver dans un endroit pour éviter l'oxydation. Merci Nicolas, c'est juste un complément que je voulais apporter. D'accord. Alors, je vais juste compléter ce que vous avez dit. Même l'alcool expire. Donc, c'est-à-dire que si vous avez l'alcool à 90, si vous le stockez mal, si vous le stockez à des endroits plutôt inadéquats pour ce type de produit, oui, de toute façon, il va expirer davantage. Vous aurez plus de l'alcool à 90, même peut-être à 83, et vous en aurez moins. Donc, tout expire. Si vous vous retrouvez en face d'un produit qui n'a pas de date de péremption, que ce soit des bistouris ou etc., il faut absolument demander à la compagnie à laquelle vous l'avez acheté, ou alors à l'agent d'achat, par exemple si c'est le PNUD ou si c'est etc., vous devez leur demander, écoutez, nous avons besoin de date de péremption et de savoir, comme vous le dites, comment ceci doit être stocké. Parce que les bistouris, si vous les mettez à l'extérieur, si vous ne les nettoyez pas, ils peuvent expirer rapidement, comme ils peuvent expirer dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas, si vous les gardez dans les bonnes conditions. Donc, tout ce que vous avez, si vous avez des doutes sur la date d'expiration et que vous n'avez pas de date, demandez au fabricant de vous donner une date et des conditions d'entreposage. Donc, ça, c'est très important. Comme je vous le dis, dans la plupart des produits, même dans ma bouteille d'eau ici, que vous ne voyez peut-être pas, il y a toujours une date d'expiration. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des minéraux, etc. Et si vous ne la buvez pas pendant un certain temps, tout ce qui est écrit à l'intérieur sera obsolète et ne sera plus utile. Donc, tout a une date d'expiration. Et si vous trouvez en face d'un cas où il n'y en a pas, demandez-la. D'accord. Merci pour la réponse. Merci. Et encore une fois, l'entreposage est très, très important. Si vous entreposez mal un produit, que ce soit pour les laboratoires ou que ce soit pour la pharmacie, de toute façon, votre produit va perdre en qualité. Donc, c'est très important aussi de bien savoir quelles sont les conditions dans lesquelles doivent être entreposés vos produits. Je vous remercie. Hervé? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir s'il y a-t-il une différence entre l'entrepose, je dis quoi, la détérioration et l'expiration. La détérioration, c'est-à-dire, comme l'a dit par exemple le monsieur venait de dire tout à l'heure, l'oxydation qui peut arriver, et l'expiration, c'est-à-dire à une date, le matériel va se détruire. Par exemple, je prends par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, tout matériel a une date. Tout matériel a une date d'expiration. Mais maintenant, est-ce que le fait de mal entretenir, est-ce qu'il y a pas une différence entre la détérioration du fait de la mauvaise utilisation et l'expiration parce que ça a déjà mis du temps? D'accord. Alors, en principe… Nicolas, je peux donner un mot? Allez-y, pas de problème. Oui. Alors, la différence entre détérioration et expiration. Je crois que dans les chapitres précédents, vous allez voir les conditions de stockage. Et quand on vient dans le stockage déjà, ça va nous aider à comprendre comment
stocker les matériels pour éviter que ce produit se détériore avant sa date d'expiration. Déjà, l'entrepôt qui a des tôles qui sointent, l'eau qui coule, les rats qui viennent entrer là, la chaleur, le mesure des températures et tout ça peut entraîner une détérioration des produits. Mais l'expiration est liée à une date. La détérioration est relative aux conditions du stockage. Merci, Nicolas. Voilà, tout à fait. Donc, je ne pense pas qu'on en parle dans le chapitre prochain, puisque le chapitre prochain sera plus sur les médicaments essentiels, mais c'est vrai que le stockage est très important. C'est-à-dire que quand un fabricant vous propose un produit, vous avez des conditions de stockage. Donc, si vous respectez les conditions de stockage, l'expiration de ce produit-là sera en fonction des conditions de stockage que vous avez respectées. Si vous ne les respectez pas, évidemment, la détérioration sera plus rapide et donc l'expiration, ben, écoutez, au lieu d'expirer peut-être à la fin du mois de janvier 2024, eh au mois de novembre 2023, ce sera terminé. Donc, il faut toujours avoir, quand on reçoit un produit, voir quelles sont les conditions de stockage de ce produit-là. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que si ce produit-là, vous le recevez au niveau national, et que ensuite vous devez l'envoyer au niveau provincial et district, allez savoir comment ça a été stocké et transporté durant ce temps-là, et si le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et pendant le stockage. Donc, oui, si vous stockez mal, votre produit sera détérioré plus rapidement. Oui, Billy? Billy, je vous écoute. Billy? Non? Vous m'entendez pas? Allô? Là, on vous entend, oui. Oui, je disais, dans le même sens, comme le collègue l'ont dit, j'ai une préoccupation parce que je travaillais avec une firme de la place, d'une firme Novartis, et parmi les gadgets de promotion dans le marketing médical, il y avait des stylos. Mais il y avait, ce qui m'étonnait, c'est qu'il y avait on disait que le stylo, à un certain moment, on disait que ce sont des stylos qui ont déjà périmé. Alors que quand on écrivait, les stylos continuaient encore à écrire. Alors, quand vous dites que tout a une date de péremption, comment un stylo peut expirer? Comment un stylo peut périmer? Je vais vous le dire, si vous ne l'utilisez pas, l'encre se sèche et vous ne pouvez plus l'utiliser. Oui, je comprends, c'est ça que je dis. Ils ont dit peut-être qu'après une certaine durée, le stylo est supposé être périmé. Alors, quand vous prenez tout ce stylo-là qu'on vous demande de jeter, le stylo était encore en train d'écrire. Alors, Nicolas, je vais renverser la question. Hein? Nicolas, permettez que je renverse la question. Sa question, c'est de savoir déjà, est-ce qu'un produit périmé peut aider une personne? C'est ça, si je comprends bien, parce que le stylo lui-même est en train d'utiliser le stylo qui doit être périmé ou qui est périmé, mais conservé dans de bonnes conditions, que l'encre ne se sèche pas et qu'il l'utilise. Est-ce que si on lui demande un produit qui doit être périmé, est-il utilisable? Il faudrait plutôt renverser la question pour mieux comprendre si c'est peut-être de ça que M. Billy veut parler. Bon, c'est presque ça. Donc, c'est pour seulement revenir le monsieur a dit, comme le monsieur a dit que périme, c'est rentré dans le sens là pour dire qu'il y aurait peut-être quelques exceptions. Alors, oui, je comprends votre question. Alors, on va en parler de toute façon la prochaine, puisque vous avez d'un côté les entreprises pharmaceutiques privées qui fabriquent des produits, et de l'autre, vous avez les recommandations de l'OMS. Donc, souvent, les deux rentrent en conflit. Donc, vous allez avoir peut-être une entreprise pharmaceutique qui va vous dire « Ah, mais mon produit, vous pouvez l'utiliser bien après. » Oui, peut-être, mais est-ce que vous connaissez la façon dont ces produits-là ont été stockés? Après, si vous parlez d'un stylo,
Bah oui, peut-être que le stylo marche, mais est-ce qu'il marche aussi bien avant avant la date d'expiration qu'après? Donc tout ça est question de perception. Et quand on parle de médicaments, là c'est un petit peu plus dangereux. C'est-à-dire que si le stylo marche très bien, s'il marche pas, c'est pas grave. Mais quand on parle de médicaments, si vous utilisez un médicament après la date d'expiration, sachant que vous ne savez pas comment il a été entreposé, comment il a été géré, c'est à vos risques et périls. Moi, je connais des gens, des amis à moi, qui utilisent des médicaments après l'expiration, la date d'expiration. C'est eux qui voient. Mais nous, on donne des recommandations. C'est-à-dire qu'en tant qu'Empower, on se base sur les recommandations de l'OMS qui actuellement sont à la date expirée, le médicament, vous devez le jeter. Il peut fonctionner à 75%, à 85%, mais voici les recommandations de l'OMS. Donc, vous savez, si vous êtes, par exemple, vous travaillez au ministère de la Santé et que vous donnez à des patients des médicaments périmés, je ne crois pas que le ministère de la Santé va être content. Et s'il se passe quelque chose avec un patient qui vous dit, bah, écoutez, moi j'ai reçu ça de vous, je crois que vous allez droit au problème. Donc, il faut être très, très strict aussi et très, très, très préoccupé par le fait que certaines personnes ne suivent pas les recommandations de l'OMS. Vous pouvez être d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux, vous pouvez discuter avec eux en tant que compagnie privée ou pas, mais il faut faire un petit peu attention à cela. Et moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ce débat-là. Est-ce que l'on peut consommer un médicament après sa date d'expiration? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je vous dis qu'après la date d'expiration, normalement, on devrait jeter le médicament. Mais ensuite, vous voyez, si votre ministère de la Santé dit non, utilisez-le, bah écoutez, faites-le, mais je pense que l'OMS va dire attention quand même. Donc voilà, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Nicolas, moi, il n'y a même pas 3 semaines, juste le mois de juin dernier, je souffre d'un problème de crise sciatique et j'ai mes médicaments qui sont toujours à la maison. Et ce jour, j'étais sorti, j'avais vraiment les douleurs sciatiques. J'ai juste dit à mon fils de me prendre le Tramadol qui est dedans. Il m'a pris le Tramadol, il a mis le Tramadol dans le verre, on a mis de l'eau. Le temps d'effervescence de ce médicament, étant un consommateur de ce produit, ce temps d'effervescence m'a un peu tiqué, mais étant donné que j'ai des douleurs, j'ai pris les produits, je suis parti au boulot. Arrivé au boulot, je commençais par avoir une nausée et j'ai vomi. Je suis rentré, je veux prendre encore le même médicament et j'ai dit à l'enfant, essaye de me vérifier la date de ce produit. Est-ce que c'est périmé? Il dit, ah, mais papa, c'est depuis avril 2023. J'ai dit, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Le médicament a eu un effet direct négatif sur moi. Mais j'ai eu la prétence, le sixième sens pour demander qu'on vérifie parce que le temps d'effervescence de ce médicament que j'avais avant n'est plus le même temps. Donc, étant Empower, étant un étudiant, étant informé de Empower et même dans la vie normale, nous devons vraiment faire attention. Déjà, pourquoi quand on dit expirer, il faut faire attention. Il n'y a pas à essayer de tenter un peu pour dire qu'après 3 mois, ça peut s'utiliser, après 6 mois, ça peut être encore efficace. Non. Quand c'est périmé, en un jour, c'est périmé, c'est périmé. Parce que c'est un problème de santé publique et c'est un problème de vie aussi. C'est juste une petite contribution. Tout à fait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut avancer, mais vos suggestions sont les bienvenues. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on peut toujours en discuter. Voilà. Donc, on va avancer, si vous le voulez bien. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, c'est visible. C'est visible. Donc là, on va discuter. Nous voyons, c'est bon. D'accord. Donc là, moi, je pense que vous avez beaucoup de personnes qui sont pharmaciens, médecins, etc., qui connaissent quand même le sujet des médicaments essentiels. On va aborder ce sujet-là rapidement. Donc, on fera des sessions plus approfondies sur ce concept-là qui est quand même très important, sur le concept des médicaments essentiels. Donc, je vous ai mis des liens.
vous pouvez les regarder. Vous pouvez aller sur le site de l'OMS qui a fait en fait un site internet interactif, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le nom de votre pays et vous allez avoir la liste des médicaments essentiels par pays, pour votre pays. Donc c'est très intéressant. Si vous n'avez pas le lien, je crois qu'il est dans la description ici. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que bon, on n'a pas que des docteurs aussi, on n'a pas que des pharmaciens, on a aussi des logisticiens qui aimeraient en savoir davantage sur les produits de santé. La liste des médicaments essentiels a été mise en place en 1977, c'est-à-dire il y a presque 50 ans, ou plutôt 47 ans, 46 ans. Donc, ça fait quand même un bout de temps que cette liste existe et elle est mise à jour tous les 2 jours. Tous les 2 ans, pardon, pas tous les 2 jours. Donc, tous les 2 ans, l'OMS révise cette liste-là en fonction des pays et la met régulièrement à jour. Donc, où est la mise en œuvre? Alors là, vous voyez, on va retrouver un petit peu les problèmes dont une personne a soulevé précédemment, c'est-à-dire une personne qui travaille à Novartis ou dans une société de fabrication de médicaments. Il y a un conflit d'intérêts certain entre la liste des médicaments essentiels et évidemment le secteur privé. Pourquoi? Parce que la liste de médicaments essentiels, elle concerne un certain nombre de médicaments. Vous voyez, dans le monde, il y a à peu près 100 000 médicaments, à peu près. La liste des médicaments essentiels de l'OMS, il y a 400 médicaments. Donc, vous comprenez que la société privée ou les sociétés privées mettent la pression sur l'OMS ou sur d'autres entités pour dire, mais attendez, nous, on n'est pas d'accord avec votre liste de 400 médicaments. Pourquoi vous n'avez mis que 400 médicaments alors qu'il y en a des milliers? On a un petit problème à ce niveau-là. Et je vous conseille de lire un petit peu tous ces liens que je vous ai donnés qui vous renseigneront un petit peu sur cette mise en œuvre qui est toujours complexe. Alors, comment savons-nous que la liste des médicaments essentiels fonctionne? Ça fait quand même 40 ans qu'elle existe et ça fait 40 ans que l'OMS bosse dessus, fait des rapports, sait très bien que ça marche, ça ne marche pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a aucun doute sur son fonctionnement. Depuis 1977, il n'y a aucun doute sur le fonctionnement de cette liste. Et est-elle adaptée à chaque pays? En principe, elle l'est. D'accord? Mais nous avons un problème. Pourquoi cela n'est-il pas mis en œuvre dans les pays? Certains pays disent qu'ils ne peuvent pas avoir de nouveaux médicaments, que c'est trop long à mettre en œuvre cette liste de médicaments. Il faut comprendre que la liste des médicaments essentiels concerne 400 médicaments. Pourtant, il y en a 3 000, 4 000, 8 000, 10 000 que voudraient les pays, au total de 100 000. Mais c'est pas possible d'avoir tous ces médicaments-là. Vous imaginez la gestion qu'il faudrait pour avoir tous ces médicaments-là dans chaque pays. Il faudrait une ressource humaine, une ressource financière, il faudrait beaucoup d'éléments qui permettraient de gérer une quantité aussi importante de médicaments. C'est pour ça que l'OMS a mis en place un certain nombre de médicaments essentiels pour chaque pays, pour la majorité de la population. Alors, vous, en tant que responsable logistique de la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez connaître ces notions de liste des médicaments essentiels. Vous devez vous familiariser avec ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Vous devez comprendre les implications de leur mise en œuvre, comment on met en œuvre cette liste de médicaments essentiels dans chaque pays. Vous devez comprendre les avantages et les inconvénients. Par exemple, évidemment, avec 400 médicaments, vous n'allez pas tout avoir sur place. Il va falloir faire un choix. Donc, quel est ce choix? Quel est cet avantage? Quels sont les inconvénients? Évidemment, si vous aviez 100 000 médicaments dans votre pays, le choix n'en serait que plus facile. Et pour avoir 100 000 médicaments dans votre pays, imaginez toute la mise en œuvre logistique qu'il faudrait. Soyez prêts. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans le privé
et qui vont peut-être contester ce que nous disons. Ce n'est pas simplement Empower qui dit ça, c'est évidemment les Nations Unies, l'OMS, etc. Donc, il faut éviter ou réfuter, être prêt à réfuter la propagande et les fausses informations que peuvent vous donner les fabricants sur un tel produit ou un tel produit. D'accord ? Soyez prêts à suggérer des moyens pratiques de les mettre en œuvre. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, vous devez être au courant et puis discuter avec vos collègues qui connaissent davantage, qui en connaissent davantage sur cette liste de médicaments essentiels. Dans chacun de vos pays, vous avez l'OMS. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir davantage. Ils vous donneront des indications et puis vous donneront des liens. Ils peuvent vous faire même une formation sur cette fameuse liste de médicaments essentiels. Alors, comme je viens de vous le dire, chaque pays a des ressources limitées, l'argent, le personnel, l'expertise. Donc souvent, on parle de moins, c'est plus. Bon, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, il est plus facile de gérer moins de médicaments que trop. C'est-à-dire que si jamais vous deviez avoir à gérer 5000 médicaments ou 10 000 médicaments dans votre pays, ce serait un cauchemar. Un cauchemar. Donc, la grande majorité des maladies courantes que vous avez dans chaque pays peuvent être traitées avec moins de 400 médicaments. Donc, commencez à bien gérer ces 400 médicaments dans votre pays plutôt que de voir un petit peu trop loin. Vous n'avez pas besoin d'acheter autant de médicaments, les 5000 qu'on parle, les 5000 qu'on parle, oubliez. Même les États-Unis, je crois que les États-Unis, ils gèrent 5000, 6000 médicaments. Donc, vous voyez, on va pas plus loin. 400, c'est vraiment ce que recommande l'OMS. Alors, vous voyez là, on a les maladies orphelines. Le problème des maladies orphelines, c'est qu'on en a 8000, 10 000, donc il y en a énormément. Et chaque maladie orpheline demande un médicament spécifique. Donc, si vous avez, en admettant dans votre pays 8000 maladies orphelines, il va peut-être falloir 8000 médicaments différents. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, la liste des médicaments essentiels est basée sur la majorité de ce que l'on peut traiter, pas sur les maladies orphelines. D'accord ? Donc ça, il va falloir bien qu'on comprenne. C'est si 95% des personnes malades dans un pays peuvent être traitées avec 400 médicaments, c'est très bien. Ou avec 300 ou avec 200, peu importe. Donc c'est de ce que l'on parle. Alors, comme cette liste liste des médicaments essentiels est mise à jour tous les 2 ans, chaque fois, l'OMS revoit ce qu'elle peut rajouter comme médicament. Dernièrement, les maladies non transmissibles qui n'étaient pas traditionnellement pas considérées comme prioritaires majeures dans les pays à faible revenu, a été rajoutée à la liste des médicaments essentiels. Donc, vous voyez, l'OMS est quand même à l'écoute de ce qui se passe de par le monde et de ce qui se passe dans certains pays. Donc, il y a des discussions qui se font chaque année, tout le temps, pour savoir ce qui peut être rajouté à la liste des médicaments essentiels ou pas. Donc là, on en revient à ce que je vous disais précédemment, le fameux daily quality. C'est un calcul extrêmement complexe qui est fait chaque année. Par exemple, pour une maladie orpheline, ou même si on prend un traitement 3e ligne, etc., au niveau ARV, c'est extrêmement cher. Vous comprenez que si jamais nous devions dépenser 10 000 ou 15 000 ou 20 000 dollars par patient pour une maladie orpheline, imaginez qu'il y ait 10 patients ou 30 patients dans un pays qui va payer. Est-ce que le gouvernement est prêt à payer? Est-ce que des donneurs sont prêts à payer ou à mettre autant d'argent, sachant que, par exemple, avec cet argent-là, on peut traiter d'autres maladies qui sont majoritairement dans le pays. Donc, tout ce calcul-là est fait par ce que je vous ai dit, le Daily Quality, que vous avez précédemment. Et il y a un lien très intéressant qui va vous expliquer ce qu'est le Daily Quality.
On ne vous demande pas de le calculer parce que c'est très complexe. Peut-être certains d'entre vous savent le calculer, mais c'est quelque chose de très complexe qui est fait avec des économistes, des pharmaciens, des docteurs, etc., pour mieux comprendre et mieux appréhender justement la complexité d'un médicament et son coût. Donc vous, en tant qu'expert en passation des marchés, en chaîne d'approvision, etc., dans la sélection des produits, vous n'êtes pas obligé de participer ou de calculer combien un produit va coûter, etc. Par contre, vous êtes extrêmement important pour donner votre point de vue. Si par exemple, lors de la sélection d'un produit, les docteurs ou les pharmaciens disent on a besoin de ce produit-là, alors vous savez, en tant que spécialiste de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement et de la passation des marchés, que si vous devez avoir ce produit, vous devez le stocker à moins 70 degrés. Et vous savez que dans le pays, il n'y a rien à moins 70 degrés. Donc, lors de la sélection du produit ou du médicament, vous allez dire, écoutez, nous avons dans le pays aucune infrastructure qui permette de gérer ou de stocker un produit à moins 70 degrés. Donc là, on va refaire une sélection de produits en essayant soit d'adapter le produit à l'environnement de votre pays, soit de dire, écoutez, si on ne peut pas stocker à moins 70 degrés, achetons des chambres de stockage où on peut stocker à moins 70 degrés. Donc voilà, tout ça, ce sont des discussions dont vous allez être en charge, c'est-à-dire vous devrez participer à la discussion sur la sélection du produit. Il est possible que vous passiez 2-3 jours sans rien dire à cette sélection de produits, sans probablement bien comprendre les tenants et les aboutissants, mais au bout d'un moment, on va vous dire, attendez, vous, en tant que responsable de la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que vous pensez si on prend ce produit-là? Et là, vous allez intervenir. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont PSM experts, enfin, en charge des achats et de la chaîne d'approvisionnement, ont leur mot à dire dans la sélection du produit. Imaginez si vous n'êtes pas là et que vous achetez un produit qui va être stocké à moins 70. Vous en achetez pour $1 million, les produits arrivent et vous vous retrouvez sans rien. C'est qui va avoir des problèmes? Ce sera vous. C'est-à-dire, on va vous dire, mais attendez, vous étiez là pendant la sélection du produit, vous auriez dû nous le dire. On a payé $1 million pour des produits à stocker à moins 70 degrés et ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est vous qui mettez en œuvre plus ou moins cette sélection de produits. Donc voilà, c'était assez court. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a des gens très spécialisés dans les produits, dans la liste des médicaments essentiels. Et je pense que je ne veux pas rentrer dans les détails entre le privé et, on va dire, le public. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez certains points à partager, n'hésitez pas. Je suis tout à l'écoute. Pourriez-vous couper le micro si vous n'intervenez pas, s'il vous plaît? Monsieur Christian, si vous voulez parler, le micro est à vous, sinon coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, écoutez, si vous avez des avis à partager, bon, alors je ne veux pas trop rentrer dans les conflits OMS, boîte privée, bon, chacun a son avis. C'est toujours très difficile. Il y a beaucoup de pressions qui sont faites de la part des uns et des autres. Donc voilà, c'est simplement que vous, en tant que spécialiste, vous devez un minimum savoir ce qu'est la liste essentielle la liste de médicaments essentiels. Donc, vous avez les bases, vous avez des liens et vous pouvez aller voir dessus. Vous pouvez y aller. Si vous voulez parler d'autres choses, des sujets qui sont relatifs à ça, n'hésitez pas. On a encore 27 minutes. Donc, si vous voulez parler de sujets spécifiques ou des questions spécifiques aux deux sujets, à ce sujet-là et au sujet précédent, n'hésitez pas. Aucune question, aucune suggestion, aucun partage d'expérience. Je pense que s'il y a des personnes qui sont dans le secteur privé qui veulent donner leur avis, ils sont les bienvenus. Donc, le module 2 sera davantage expertisé et davantage décortiqué dans les mois à venir.
dans les jours à venir. Donc là, il faut qu'on sache quels sont les points en fait à discuter dans ce module 2. Donc, si vous avez des suggestions, par exemple, si vous avez des suggestions en disant, écoutez, nous, dans le module 2, on aimerait que vous améliorez ou que vous nous parliez de ce champ spécifique, on va y travailler pour justement vous l'expliquer. Et alors, bonjour, monsieur Nicolas. Oui. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, merci Gérard. D'accord. Je vous ai pris en chemin parce que j'étais en train de conduire. Vous me recevez, je pense? Oui, je vous entends très bien, oui. Voilà, je disais que vous avez commencé le cours il y a de cela 30 minutes et puis je vous ai pris en chemin. Donc, j'ai quelques questions parce que j'ai entendu parler de la détérioration et de l'expiration des médicaments. En fait, moi, j'ai une petite question rapidement par rapport à la date d'expiration. Je prends un médicament, par exemple, et puis le médicament, ça reste, disons, un mois ou bien une semaine pour que la date d'expiration puisse arriver à terme. Est-ce que ce médicament, on peut toutefois l'utiliser ou encore, je vais encore plus loin, un médicament et puis la date d'expiration reste 2 jours ou bien 4 jours, par exemple. Est-ce qu'on peut conseiller ce médicament aux patients d'utiliser ou bien je ne sais pas? Je veux juste avoir plus d'explications sur ça. D'accord. Alors, il y a un autre Gérard qui a partagé son expérience sur un médicament qu'il a pris et qui était expiré depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas moi qui conseille, hein, c'est l'OMS évidemment qui conseille une fois que le médicament est expiré, il faut le jeter. Voilà. Peut-être sur certains médicaments, il y a d'autres, on va dire d'autres conseils, mais comme je vous le dis, vous ne savez pas comment il a été stocké, vous ne savez pas si l'ingrédient actif, l'ingrédient actif qu'il y a à l'intérieur est encore viable. Parce que s'il a été stocké dans des conditions très mauvaises, ils peuvent aussi faire du mal, plus que du bien. Donc, il est conseillé, comme je l'ai dit dans mon explication, lorsque vous avez un produit expiré, de le jeter. Voilà. Ensuite, voilà, je dis pas libre à vous de faire ce que vous voulez, hein, mais voici ce qu'on dit à propos de. Voici ma réponse plutôt à votre question. Donc même 2-3 jours, peut-être que s'il a été mal stocké, et ça arrive souvent, peut-être qu'il y a 2 mois avant son expiration, il était déjà en mauvais état. Ou alors il n'était pas actif suffisamment pour traiter la maladie dont vous souffrez. Donc il faut faire très attention. Comme vous ne savez pas et vous ne pouvez pas remonter la chaîne d'approvisionnement, il va vous être très difficile de dire « Ah ouais, je vais l'utiliser 1 ou 2 jours après ». Paracétamol, aspirine, il y en a qui en prennent 1 jour, 2 jours après. J'en ai vu qui prenaient du paracétamol 3-4 mois après pour X ou Y raison. Écoutez, expiré, poubelle. Voilà. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des docteurs ici, il y a peut-être des pharmaciens qui ont un avis différent et qui peuvent le partager, qui peuvent discuter avec vous d'autres options. Donc, s'il y a des docteurs présents ou des pharmaciens, moi, je suis tout oui. Oui, alors je vous écoute. Oui, vous m'avez entendu? Oui, je vous écoute 5 sur 5. Ah, très bien, très bien. Donc là, je vous dis, même 2-3 jours, voilà, expiré, on les met de côté. On ne l'utilise pas. Voilà, parce que souvent, nous faisons des erreurs et puis, voilà, et on dit, oui, ça reste encore quelques jours, on peut l'utiliser. Bon, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a un docteur ici ou bien un pharmacien qui peut toutefois nous éclairer pour juste nous aider à nous situer un peu, pour voir un peu comment on peut gérer ça, quoi, raison pour laquelle j'ai posé cette question. Moi, je vous dis, Gérard, hein, en tant que professionnel des achats, des appels de marché et du système d'approvisionnement, je ne prendrai pas de risque. Parce que si vous prenez un risque parce que vous avez entendu ça, vous dites, écoutez, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire date expirée,
voilà, on le considère, on le met de côté, on en fera ce qu'on devra en faire, mais du moment qu'il est expiré, on l'éloigne. Après, si vous avez dans votre pays une recommandation de l'OMS, parce que vous avez envoyé un mail à l'OMS en disant, écoutez, on a un problème, on a un produit spécifique qui expire dans 3 semaines, 2 semaines, est-ce qu'il peut être utilisé par la suite? Donc, vous pouvez avoir une réponse de l'OMS qui vous dit, oui, vous pouvez, ou non, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, toujours, quand vous avez un doute, il est préférable de s'adresser à des autorités supérieures telles que l'OMS qui va vous donner les bonnes directives, plutôt que de prendre des décisions qui pourraient s'avérer compliquées. Voilà, comme j'ai dit, excusez-moi, hein, Gérard, je fais une digression. Vous m'écrivez, je ne peux pas vous écrire à tous, donc vous m'écrivez à l'adresse que je vous ai partagée et je vous répondrai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mohamed? Merci. Je pense que par rapport à la question de l'utilisation des produits périmés, il y a également des conditions de stockage qu'il faudra prendre en compte. Même si vous recevez les données, l'avis de l'OMS, il faudra également voir à votre niveau quelles sont les conditions de stockage. Parce que ces conditions peuvent accélérer également l'altération de ce produit. Ou bien si le produit est mal stocké, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur la qualité du produit. Je pense que mais pour certains produits, lorsque la date d'expiration arrive, il faut les éliminer automatiquement parce que c'est des produits qui ont constitué des poisons, tels que les macrolides, les tétracyclines. Là, à la péremption, automatiquement sortir les produits, c'est plus conseillé. Maintenant, dans d'autres produits, je pense qu'il y a des produits qui ont été utilisés en péremption, tels que les produits à base d'amoxicilline. Mais je pense que quand un produit est périmé, la première chose à faire, c'est de l'éloigner de stock et demander autre chose. Oui, tout à fait, Mohamed, vous avez raison, puisque normalement on fait ça, hein, on a normalement un petit KGB ou un endroit où on met les produits expirés ou les produits en attente de qualification, etc. On les met dans un coin. Donc, Louison, vous avez un avis? Oui, merci Nicolas pour la parole. Moi, je voulais plutôt poser une question ou soit compléter la question que les autres ont posée. Vous nous avez parlé des médicaments orphelins. Je prends l'exemple d'un traitement anti-venin. Nous avons ce produit-là en stock, ça a expiré il y a 1 semaine. Et on nous amène quelqu'un qui a eu le cas de morsure de serpent. Alors là, vous nous demandez de jeter les médicaments et ne pas sauver ces malades-là. Alors moi, je pense par rapport aux expirés, on doit évaluer cas par cas. Moi, je pense qu'on peut mettre les bénéfices par rapport au risque. Parce que laisser ces malades-là sans lui donner l'antidote ou lui donner l'antidote. Parce qu'il risque de mourir. Et pourtant, si on lui avait donné le produit qui expirait il y a 1 semaine, et les malades-là pouvaient être sauvés. Je pense qu'on peut nuancer ça cas par cas et ne pas être resté vraiment catégorique. Un médicament expiré, directement vous jetez ça. C'était un peu ça, ma façon de voir les choses. Oui, je pense que vous avez aussi raison parce que dans ce cas-là, il y a 2 choses à voir. C'est-à-dire, qui va prendre la décision de donner cet antivenin à la personne, ce sera de toute façon un docteur qui va prendre cette décision-là. En admettant que vous lui sauvez la vie, c'est très très bien, mais en admettant qu'il meurt, et excusez-moi de parler comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, attendez, le docteur, il a donné un médicament à expirer, etc. C'est pour ça que la gestion des médicaments est primordiale. C'est pour ça qu'il faut avoir plus de stocks que pas assez. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des stocks qui expirent. Il faut savoir on va dire, les manager. Voilà. Donc, par exemple, pourquoi à cet endroit-là, y avait-il un antivenin qui expirait? Donc, il faut savoir pourquoi. Y a-t-il eu une erreur? Pourquoi cet endroit n'a pas été réapprovisionné, etc. Donc, d'un côté, oui, je comprends. De l'autre côté, il faut comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation-là. Donc, c'est votre boulot, on va dire, entre guillemets, pour savoir, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait de ne pas avoir commandé à temps une certaine quantité de médicaments? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait une mauvaise
quantification et prévision, etc., etc. Et donc, pour éviter que cela se reproduise, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème-là. Ça va, merci pour ces ajouts-là. Merci. Oui, alors, il y a Allô? oui, Maintenant, il y a juste... Je voudrais faire une contribution par rapport à ce que... Allez-y, allez-y. Oui, je voudrais faire une contribution par rapport à ce que Luisson Amat a dit. Je pense que même s'il ne s'agit pas de médicaments périmés, en matière thérapeutique, il y a tout le temps des questions d'innocuité par rapport aux patients, par rapport à tel cas de figure. Je pense qu'il faut chaque fois qu'on évalue le bénéfice-risque. Et quand on est face à le cas qu'il a dit, c'est au clinicien d'évaluer. Nous, on dit, voici ce qui est là. Voici par rapport au produit, les caractères du produit. Voici les handicaps du produit. Et maintenant, par rapport au risque de perdre le malade ou de ne pas le perdre, le clinicien ou bien le comité thérapeutique va décider de ce qui va se faire. Je donne un exemple simple. Je ne dis même pas un médicament périmé. Prenons le cas d'une femme enceinte qui, dans beaucoup de périodes, ne peut pas prendre tel ou tel médicament. Mais si, dans un cas donné, il y a un problème que seul ce médicament-là peut régler, c'est le comité thérapeutique qui va évaluer les bénéfices-risques. Et en tenant compte des bénéfices-risques, c'est à ce moment-là qu'on va donner une recommandation et une conduite à tenir pour vraiment régler le problème. D'accord, vous parlez d'un comité et je vais rebondir là-dessus puisque le comité prendra en compte justement la façon dont le produit est stocké, etc., etc. Mais comme a dit Yoamari, c'est ça voilà. Marie-Louise a dit bonjour Monsieur Gérard, je voudrais seulement vous dire que le principe actif, l'ingrédient, le principe actif du médicament périmé peut devenir toxique pour l'organisme. Donc, en effet, si le comité doit discuter pour donner un médicament périmé et prendre en compte tout ça, c'est-à-dire ils sauront très bien qu'un médicament périmé peut être toxique, qu'il n'a pas été stocké dans les bonnes conditions, etc. Donc, il prendra en compte tous ces facteurs pour décider. Mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour décider à leur place, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que, de toute façon, un médicament périmé doit être mis de côté. Surtout si vous recevez d'autres médicaments par la suite ou si vous en avez un stock. Donc voilà, si vous en aviez un stock, ce serait ridicule de donner des médicaments périmés à quelqu'un. Vous les avez un stock, les périmés, vous les écartez et vous donnez des médicaments frais, évidemment.